aujourd'hui de modérer ce panel avec Madame Salimata India, directrice générale de Twins Immobilier, qui est encore en route en chemin et a un problème cet après-midi. Monsieur Pierre-Michel Gosset, directeur des investissements du groupe Keden, et Monsieur Bakary Sekongo, directeur à SMA PTT. Donc nous avons un sujet très vaste à parcourir aujourd'hui, qui est l'état des lieux des grands projets de développement des promoteurs immobiliers. Quel foncier, quel enjeu green, quelle assurance pour quel promoteur? Donc, comme j'ai dit, depuis ce matin, on a beaucoup parlé des problèmes de financement des promoteurs immobiliers, mais au-delà du financement, un promoteur en Côte d'Ivoire a un parcours qui est semé d'embûches. Donc, au-delà du financement, je voudrais qu'aujourd'hui, on puisse échanger avec nos panélistes sur les autres défis auxquels les promoteurs immobiliers font face. Donc, je vais laisser nos deux experts se présenter et répondre à la première question. Quel est pour eux le défi principal d'un promoteur immobilier en Côte d'Ivoire? Hello. Merci Aude. Alors je suis Pierre-Michel Gosset, je suis directeur du développement et des investissements du groupe Keden. Le groupe Keden, c'est un promoteur immobilier ivoirien qui existe sur le marché ivoirien depuis environ 5 ans. Nous sommes également dans le secteur des télécoms. Donc, nous sommes un gros fournisseur d'équipements télécoms pour Orange, que nous aidons également à déployer la fibre optique au niveau d'Abidjan et à Yamoussoukro. Donc, voilà nos activités. Est-ce que je laisse présenter d'abord pour répondre à la question principale? Merci. Je suis Bakary Sekongo, directeur technique chez SMA PTT, filiale du groupe SMA France. Il a une expérience en matière de construction de plus de 160 ans. Nous sommes ici ce matin, cet après-midi, eu égard aux enjeux sur l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. Pour moi, l'un des enjeux des investissements se situe au niveau de la sécurité, donc des capitaux investis qui sont très souvent élevés, des capitaux importants. Et donc, pour cela, moi, en tant qu'assureur, compagnie d'assurance, je viens proposer aux investisseurs, aux promoteurs, des solutions de sécurité, de garantie des capitaux. Donc, à ce sujet-là, je propose la souscription, lorsque le financement est acquis, la souscription d'assurance de 2 types de contrats d'assurance. Le premier contrat sera le contrat tout le chantier. Ensuite, le second contrat sera le contrat de la RC décennale. Je reviens sur mon propos des contrats. Le premier contrat, qui est le contrat tout le chantier, est un contrat qui va couvrir le promoteur immobilier contre tous les aléas, tous les risques auxquels il s'expose dans la phase de construction. Aussi bien sa responsabilité que les dégâts qu'il pourrait subir ou que ses biens pourraient subir pendant la construction. En seconde ligne, le promoteur devra souscrire une assurance de responsabilité décennale. Parce qu'au bout de la construction, même quand le promoteur venait à vendre ses biens, sa responsabilité peut être toujours recherchée. Sa responsabilité est recherchée du fait des constructeurs qu'il a utilisés. Donc, à la réception de son ouvrage, il faut souscrire un contrat qui a une couverture de 10 ans, qui va le protéger sur ces 10 ans-là. Non seulement lui, mais également tous ses constructeurs seront protégés. Aussi bien pour les dommages de stabilité et de solidité de l'ouvrage. Ensuite, il se peut qu'il y ait, ce qu'on constate, on voit beaucoup de fondements d'immeubles. Pour revenir à la TRC, on a vu des immeubles qui se sont effondrés à Yamoussoukro il y a quelques années de cela, qui étaient en cours de construction. Généralement, quand les gens sont dans une zone
où ils ont acquis un permis de construction pour un certain nombre de niveaux d'étages et que la zone venait à prendre, je vais dire, de l'ampleur, ils ont tendance à en rajouter. Ils vont au-delà des études de sol. Toutes les études techniques qui sont faites ne sont plus dans les normes. Et ça, on va tendre forcément vers un écoulement de l'immeuble. C'est pour prévenir ce type de risque que nous, assureurs, nous prenons le temps d'étudier correctement toute la documentation technique, les études géotechniques, avec les contrôleurs techniques, les bureaux d'études, pour délivrer tout le chantier, qui engage également des garanties pour les financiers, qui sont les banquiers par exemple. Lorsqu'un promoteur venait à se rapprocher d'un financier pour obtenir le financement, si le banquier a la certitude qu'il y a une couverture d'assurance par derrière, tout de suite, il est plus confiant à accorder le prêt. On a un document, par exemple, qu'on appelle la délégation d'indemnité. La délégation d'indemnité, c'est un document qui est signé de façon tripartite, signé d'une part par l'assuré, par l'assureur et par le banquier, où l'assureur s'engage sur la TRC pour dire, en cas de sinistre, l'assureur remboursera les sommes à rembourser au banquier, étant donné que c'est le banquier qui finance l'opération. Je vais être un peu plus explicite. Si vous contractez un prêt auprès d'un banquier pour monter un immeuble, il se peut qu'il y ait des aléas. Les aléas, on a des événements naturels. On peut avoir un incendie qui va venir ravager le projet. Prenons le cas d'un incendie qui a ravagé le projet. Vous avez contracté peut-être 1 milliard à la banque. Vous devez rembourser. Vous ne pouvez plus rembourser. Le banquier n'a plus d'argent à vous redonner. Mais c'est là que l'assureur vient en solution en remboursant le milliard en cause au banquier, de sorte que le projet puisse continuer. Donc l'objectif de la tour chantier, c'est de permettre au projet d'aboutir dans les délais et c'est de régler les sinistres sans recherche même de responsabilité. Parce que quand on a un projet, il tient dans un délai, il y a un planning pour un projet. Donc, pour ne pas que les projets tardent, pour ne pas, comme dans les assurances classiques, aller chercher les responsabilités pour voir, étant donné qu'un un chantier, on a plusieurs intervenants qui s'entremêlent. S'il y a un sinistre, on ne cherchera pas à voir qui est le responsable. L'assureur TRC tout de suite doit s'exécuter, quitte à exercer un recours plus tard. Mais le sinistre TRC ne doit pas arrêter le chantier. Et là, de même pour la décennale. Donc la TRC que le promoteur va souscrire, c'est depuis la première pioche, premier coup de pioche, jusqu'à la réception de son ouvrage. Et lorsqu'il va recevoir l'ouvrage, le contrat tout le chantier va continuer de courir. En ce qui concerne le pan qu'on appelle la maintenance. Quand on est en construction, il se peut qu'il y ait des loupés. Mais quand le contrat finit, les entreprises reviennent sur le chantier pour rattraper ces loupés-là. Et donc, les assureurs accordent entre 1 an et 2 ans pour parfaire complètement l'œuvre. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dès la réception de l'ouvrage par le promoteur, celui-ci a une obligation de souscrire d'autres assurances, au nombre desquelles la décennale. Donc, au regard de l'article 1792, il pèse une obligation sur les constructeurs. Ici, le promoteur immobilier est un constructeur. Donc, il pèse également sur lui cette responsabilité. Donc, concernant la solidité de l'ouvrage et la stabilité de l'ouvrage. Et en dehors de la solidité, de la stabilité de l'ouvrage, il pèse également sur lui la responsabilité des dommages que son immeuble pourrait causer à des tiers en s'effondrant. Donc, pour résumer mes deux contrats, je dirais que c'est des assurances de la construction. On a deux types. Dans la tour du chantier, on a la RC décennale. Et les deux chantiers, les deux contrats sont presque similaires. Ils ont en commun la couverture du risque. La tour du chantier couvre les biens en construction.
l'incendie, les dégâts des eaux, les engins de chantier. Tout ce qui est circonscrit sur le chantier, c'est pris en compte par la TRC. Et en plus, la TRC va indemniser les tiers. Les tiers, je prends le cas d'un exemple de quelqu'un qui gare son véhicule non loin d'un chantier, qui peut avoir une chute, qui va atterrir sur un véhicule et qui va l'endommager. L'entour du chantier règle ça au titre de la RC. C'est le dommage qu'on pose au tiers. Merci beaucoup, M. Sekompou, pour ce rappel des solutions que vous offrez aux promoteurs pour faire face au risque d'assurance. Monsieur Gossé, quel est le défi numéro 1 pour vous, comme promoteur? Merci, Aude. Alors, j'ai coutume de dire que un promoteur, c'est l'entrepreneur par excellence. Et donc, un promoteur, quand il conçoit un produit, qui est le bien immobilier qui est vendu, sa crainte principale, c'est la maîtrise des coûts de production de ce bien-là. Et l'immobilier, dans l'immobilier, il y a 3 facteurs essentiels qui donnent le coût final de ce qu'on produit. La première matière, c'est le foncier. Donc, une maison qu'on va vendre est très dépendante de à combien on a acquis le foncier sur lequel cette maison va être développée. Le deuxième facteur, c'est la maison en elle-même. Les matériaux de construction qui vont être utilisés dans la maison. Ici, en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a 3 grands corps d'État dans la construction, dans notre domaine. Il y a ce qu'on appelle les gros œuvres, il y a les corps d'État techniques et il y a les corps d'État architecturaux. On a une industrie primaire qui nous permet de bien fournir les 2 premiers lots, c'est-à-dire les gros œuvres et les corps d'État techniques. Par contre, sur les corps d'État architecturaux, ce qu'on appelle corps d'État architecturaux, c'est les portes, le carrelage, toute la robinetterie, tous les petits intrants qui permettent la finition de la maison. On est obligé de les importer. Qui dit importation ramène les effets de la douane, les effets du fret. Et sur ces 2 dernières années, nous les promoteurs, on a bien perçu, le coût du fret a été multiplié par 4. Donc, au moment où nous planifions nos différents projets, personne ne pouvait imaginer dans son business plan qu'on pouvait se retrouver avec le coût du transport des matériaux que nous allons commander à l'extérieur multiplié par 4. Donc, le coût des matériaux est un élément qu'il faut vraiment bien regarder avant de lancer un projet de construction. Le 3e facteur, puisque quand on a eu le terrain, quand on a sécurisé son approvisionnement en matériaux, qui va construire? Construire, c'est au sens des ouvriers. En Côte d'Ivoire, le métier, le secteur de la construction souffre du fait que les ouvriers qu'on utilise ne sont pas professionnels. Ils ne sont pas professionnels, et quand on dit qu'ils ne sont pas professionnels, c'est 2 choses. Parfois, ils ne sont pas formés pour les métiers qu'ils font. C'est des métiers l'ouvrier arrive parce que demain ou après-demain, il doit se payer à manger ou il doit payer son loyer. Et une fois que ce problème est réglé, il est parti. Donc, il est là que pour l'opportunité. Et donc, la qualité de ce qu'il doit livrer l'importe peu. Ça crée un surcoût parce que si on a utilisé le mauvais ouvrier ou le mauvais maçon, le mur n'est pas droit, il faut reprendre. Et donc ça, c'est l'un des facteurs qu'il va falloir que nos pouvoirs publics adressent. Il faut qu'on anoblisse les métiers de la construction. On peut être un bon carreau-rouleur, on peut avoir une entreprise qui pose des carreaux et vivre de ça de façon décente. On peut être un maçon, avoir une entreprise qui réunit des jeunes, qui montent des murs et vivre de ça de façon décente. Il faut que la communication, et nous les promoteurs, on a notre part à jouer, on a notre rôle à jouer dedans. Il faut qu'on puisse payer décemment nos jeunes frères qui nous aident à réaliser nos projets. Et donc voilà grosso modo, les coûts sont un élément très déterminant et ça démarre depuis le foncier jusqu'à la livraison finale du produit qu'on propose à nos clients. Voilà ce que je perçois moi comme enjeu et qu'il faut qu'on adresse. Donc, merci beaucoup, M. Gossé. Je vais demander un enjeu. Il m'en a déjà donné 3. Le foncier,
la maîtrise des coûts de production et des délais de livraison et les ressources humaines. Donc je vais passer. Il y a d'autres problématiques. Oui, il y a d'autres problématiques sur le foncier. Je pense que Madame Salimata India, Twins Immobilier, agent et promoteur immobilier. Moi, je veux vous entretenir sur la sécurité foncière. C'est un gros problème dans nos pays en développement, particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est quoi la sécurité foncière? La sécurité foncière, c'est l'assurance que nous avons, que les droits que nous détenons sur une parcelle, que ces droits-là sont respectés. Et que, en cas de contestation, eh bien, l'autorité en charge les reconnaîtra, les respectera, et qu'on restera propriétaire. C'est ça le gros problème, c'est un gros défi, parce qu'on peut consolider ses droits en Côte d'Ivoire en effectuant toutes les formalités administratives, en ayant un ACD ou en ayant un certificat de propriété. Et puis, quand il y a une contestation, eh bien, il y a un problème. Parce que la contestation d'un certificat de propriété, d'une propriété en Côte d'Ivoire, devrait se faire par qui? Comment? Le ministère en charge de la construction est un ministère, c'est l'administration, n'est pas juge, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le ministère qui tranche de ces litiges-là. Je mets tranche en guillemets. Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le président de la République même ne fait plus partie du Haut Conseil de la magistrature. Donc c'est pour dire qu'il y a une séparation nette des pouvoirs. Malheureusement, je parle avec mon expérience personnelle. Quand on a un problème de contestation sur un type de propriété, ben, c'est le juge qui doit trancher et pas le ministère. C'est de ça que je veux parler. Vraiment, c'est un gros défi. L'investissement immobilier, il est lourd dans le foncier. Dans la chaîne de production immobilière, c'est lourd. C'est le premier investissement. Et les banquiers ici nous le diront, généralement les prêts promoteurs sont assis, ce sont des prêts hypothécaires. Donc si il y a une certaine insécurité foncière, on se retrouve avec des difficultés pour développer des projets. C'est ça, c'est un vrai problème. Donc il faut que vraiment il y ait une séparation des pouvoirs nets et que l'administration fasse son travail. C'est vrai, il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui, les délais pour la production des ACD sont réduits, il y a un guichet unique du foncier, mais la question cruciale, c'est en cas de contestation, qui doit trancher? Qui est concerné? Ce n'est plus le ministère, c'est la justice. D'accord, merci. Merci Madame Lydia pour votre contribution. J'ai noté que le groupe qui est relativement jeune, vous m'avez parlé de 6-7 ans, est actif sur toute la chaîne de valeur presque de l'immobilier. Et donc, quel bénéfice votre groupe tire de cette intégration totale des activités? Merci Aude. Alors le groupe, je vais répondre rapidement à votre propos introductif. Le groupe est certes jeune, mais le groupe profite de l'expérience de ses cadres. Moi, j'ai travaillé une dizaine d'années en Europe. J'ai travaillé pour Bouygues Construction dans la partie immobilière. Donc, le groupe profite de l'expérience de cadres comme moi, mais j'ai derrière moi d'autres cadres qui ont travaillé en Europe et ici en Afrique à de très haut niveau dans le secteur des BTP. Donc voilà, on est jeunes, mais pas si jeunes que ça. Donc, les bénéfices de notre choix d'avoir un groupe intégré sur toute la chaîne de valeur de production du bien immobilier, c'est de plusieurs ordres. Dans la production des biens immobiliers, on conçoit le bien, on le réalise, on le vend, donc on a une structure de commercialisation et après on le gère. Donc on a une structure qui fait la gestion de syndic et qui fait la gestion pour tiers le bien une fois qu'il est livré. Alors le premier gain que nous percevons, il est d'abord en termes d'efficacité opérationnelle. Efficacité opérationnelle parce que en amont, quand on conçoit et qu'on veut réaliser, on échange beaucoup de pièces graphiques et écrites. Donc, entre les architectes et les ingénieurs qui ont conçu le bâtiment
et la personne qui va réaliser, il faut bien que les gens comprennent ce qu'ils doivent réaliser pour que le risque opérationnel au niveau de la réalisation soit minimisé. Parce que si les architectes n'ont pas bien expliqué à celui qui va construire ce qu'ils ont voulu en termes de fonctionnalité, il peut se louper et ça peut coûter cher à tout le monde. Donc il y a cette efficacité opérationnelle-là que nous gagnons. Cette efficacité-là se traduit dans la qualité de ce qu'on produit, parce que tous les acteurs comprennent réellement ce qui est conçu. Elle se traduit dans les délais, parce que nos équipes sont échangées, on fait des va-et-vient en amont, donc elles comprennent le planning qu'on produit et comment est-ce qu'il doit se traduire pour que les délais soient respectés. Elle se traduit également au niveau des coûts, parce qu'on maîtrise les coûts, c'est nous qui avons conçu, c'est nous qui sommes à la réalisation. Donc à un moment donné, on sait par un système de vases communicants demander là où on s'est loupé, on fait les moins, là où on a gagné un peu plus, on s'est redonné pour pouvoir produire efficacement. Donc voilà, on a une efficacité au niveau de la commercialisation, parce que comme nous sommes un groupe intégré, dès le départ, nos équipes commerciales savent ce qu'on veut concevoir, ce qu'on veut vendre. Donc il est plus aisé pour elles de communiquer dessus. Elles ont la maîtrise de la qualité de ce qu'on va produire, elles connaissent les fonctionnalités de ce qu'on a imaginé, donc elles savent le vendre auprès des clients. Ça se traduit en efficacité commerciale, nos biens se vendent. On a aussi le fait que nos équipes commerciales soient impliquées dans la conception. Elles nous ramènent les retours que nos clients nous font au niveau de leur SAV. Donc, par moment, on nous rappelle que oui, la cuisine était trop petite dans le dernier programme que vous avez fait. Et ce sont nos équipes commerciales qui sont au front. Donc, au moment où nous sommes en train de redesigner de nouveaux projets, elles nous le font savoir. Il y a des batailles de mètres carrés entre nos architectes et nos équipes commerciales au moment où nous sommes en train de concevoir nos projets. Le dernier point, c'est la gestion. Et là, à ce niveau-là également, il y a de l'efficacité. Parce qu'on conçoit un bien, c'est un pari qu'on fait, on se projette. On se projette en termes de fonctionnalité, en termes d'espace. Mais ceux qui vont y vivre sont les personnes les mieux placées pour dire si on a respecté l'esprit qu'on a voulu donner au bien. Donc quand on est impliqué dans le syndic, quand on voit que les espaces verts qu'on avait dimensionnés se trouvent réduits parce qu'il y a plus de monde qu'on avait imaginé, on en tient compte dans les programmes qui suivent, et puis ça nous permet, il ne faut pas se le cacher, par moment, par le fait qu'on soit impliqué dans le syndic et la gestion du bien, on arrive à percevoir nos malfaçons, parce que le syndic nous ramènera les points critiques que les clients nous auront ramenés sur tel X ou Y programme. Donc, on utilise ces données-là au moment de concevoir de nouveaux programmes, parce qu'on est dans un processus où on veut améliorer notre savoir-faire et ce qu'on propose à nos clients. Donc, voilà grosso modo les avantages d'être un groupe intégré comme le nôtre. Donc, une des solutions à l'enjeu opérationnel pour Kaidan, c'était l'intégration des activités. C'est un choix. On a des promoteurs qui font le choix de ne pas être complètement intégrés. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Là, moi, je vous ai présenté les nombreux avantages, mais il y a aussi ses inconvénients. Merci. Donc, Madame India, vous êtes passé d'agent immobilier, donc c'est comme ça que Twins a commencé comme une agence immobilière, à promoteur immobilier. Est-ce que vous pensez que le promoteur doit également rester impliqué dans la gestion du programme immobilier après la livraison avec le client? Et quelle est votre expérience dans ce domaine? Bien sûr. Bien sûr. Il est clair que normalement, c'est au ministère en charge du logement de veiller à l'organisation des syndics des copropriétés. Mais le constat, il est là. On voit un peu ce qui se passe avec le désengagement de la SICOGI ou de la SOGIFIA des biens livrés. Et franchement, le constat, il n'est pas beau à voir, il est amer. Donc nous, on pense qu'effectivement, ce serait plus intéressant d'organiser les copropriétaires. Les gens ne sont pas au fait des dispositions qui existent, de leurs engagements
Parce qu'il est clair que quand ils partent signer les actes de vente, ils signent aussi en même temps pour un cahier de charges, pour la copropriété et tout. Mais après, quand il n'y a pas de suivi, malheureusement, eh bien, les cités après ressemblent plutôt à des quartiers, enfin, pour la Sikouji par exemple, ressemble pour certains à des quartiers précaires. Donc il faut qu'on reste impliqué. Maintenant, comment le faire? Jusqu'à quelle période? Déjà, les organiser nous-mêmes, gérer ce syndic pendant une certaine période, et puis passer la main. Et comme on est agent immobilier, eh bien, s'ils nous laissent la gestion de ce syndic-là des années durant, mais c'est toujours bon à prendre. Donc, Madame India a parlé de la réglementation des syndics. En tant qu'assurance, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la réglementation de l'assurance pour les promoteurs immobiliers? Parle un peu très rapidement de la nouvelle loi et qu'est-ce que vous apportez comme solution? Merci madame. Effectivement, depuis août 2019, il existe en Côte d'Ivoire un code de la construction, mais qui est malheureusement pas vraiment parfait ou méconnu. Mais la loi reste la loi. Aujourd'hui, les réflexions se font sur la base de ce code, qui est, à mon sens, pas encore parfait. Je m'explique. On a un code de la construction qui est une vraie copie du code français de la construction. Ce n'est pas la même réalité. À la lecture du code, tout à l'heure, je vous disais dans mon propos liminaire que les assurances de la construction, il y avait la tour de chantier, il y avait la RC décennale. Le code en parle, le code ivoirien en parle. Mais le code fait obligation aux promoteurs immobiliers de souscrire une TRC. Donc la TRC est obligatoire. Depuis 2019, on ne doit rien construire sans souscrire une TRC. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Donc il y a un manque de communication, de promotion autour du code. Les raisons aussi sont multiples. Hein. Par contre, on se plaint. On voit qu'il y a des immeubles qui continuent de se brûler. Le rôle de la loi, c'est quoi? C'est de faire en sorte que lorsque un sinistre va survenir, qu'on sache qui doit dédommager. Aujourd'hui, tel que les choses se présentent, on se retrouve avec des immeubles qui s'écroulent et il n'y a pas d'assurance. Il n'y a personne pour dédommager. Récemment, on a connu la chute d'un balcon à Cocody, sur un immeuble d'habitation. Le balcon a chuté et il est descendu sur des véhicules. Il était stationné là. Qui paye? Il n'y a pas d'assurance. Le propriétaire de l'immeuble n'a même pas les moyens pour payer. Voici pourquoi il faut aller vers une souscription d'assurance. Laissez-moi terminer. Je pense que concernant la loi, son application pose légèrement problème parce qu'on n'a pas encore le décret d'application. Nous sommes dans l'attente du décret d'application qui doit être initié par le ministère de la Construction. C'est là qu'ils vont nous dire qui doit souscrire obligatoirement. Est-ce que quelqu'un qui construit une villa doit forcément prendre une tour de chantier? Est-ce que c'est à partir de R+1, à partir de R+2? Il faut que tout ça soit clair. Quoi. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour terminer, parce qu'on a commencé en retard, donc on est pris par le temps. Donc, Monsieur Bossé, le mot green revient souvent dans le nom de projets immobiliers récents. On parle de Residence Green, Green Goals, Green Village. Est-ce que la problématique environnementale constitue réellement un enjeu pour les promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Alors oui et non. La problématique du green peut constituer un enjeu selon qu'on soit Kofi et Diabaté, qu'on est en train de construire le siège d'Orange. Orange est une entreprise publique. La responsabilité sociétale, c'est pas... Ah, c'est... Désolé, je t'ai pas entendu. Orange, j'avais désactivé toutes mes études. Donc selon qu'on travaille ou on construise pour Orange, on n'a pas les mêmes dispositions vis-à-vis du green ou pas. Donc, il est dans l'ADN d'Orange depuis un certain nombre d'années parce que c'est une entreprise qui a de la visibilité, dans lequel
l'État français est actionnaire, d'avoir une responsabilité sociétale plus importante. Quand elle est en train de réaliser des projets, les aspects du développement durable sont considérés au même titre que les rendements financiers qui sont attendus en fait, d'Orange en tant qu'entreprise. Mais quand on est promoteur, qu'on s'adresse à une clientèle précaire ou qu'on est en train de produire des logements sociaux, je pense que les dispositions ou les problématiques ou les aspects green n'ont pas la même importance dans la production des biens que nous proposons. C'est pour ça que je disais, tout dépend à qui on a affaire et ce pourquoi on le fait. N'empêche que c'est au régulateur d'insuffler les choses et de pouvoir, à travers la prise de décret, de pouvoir donner les règles en disant que voilà, désormais pour les promotions de telle ou telle taille, il faudrait que les bâtiments qui soient produits intègrent les problématiques du développement durable. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aspect green de certains programmes. Vous voulez compléter, Mme Dia, sur l'aspect green? Nous avons 5 minutes pour prendre des questions du public. Est-ce qu'il y a des questions du public pour nos panélistes? Une question sur les enjeux, les menaces auxquelles font face les promoteurs. D'accord, donc on va demander à nos promoteurs de conclure et donc de lancer leur cri de cœur, leur plaidoyer ou voilà, dire ce qu'ils donneraient peut-être comme conseil à des nouveaux promoteurs qui arrivent sur le marché pour réussir leur projet. Donc on commence par Mme India. Merci. Moi, c'est un appel à ce que chacun fasse son travail. Voilà, c'est ça, que chacun fasse son travail. C'est vrai qu'on est dans un pays en voie de développement. On a un PND, un programme national de développement ambitieux. Il faut qu'on apprenne à faire chacun son travail, à communiquer sur les tests, parce que les tests existent, et à comprendre ses attributions et à pouvoir les exercer sans nuire aux promoteurs immobiliers. Parce qu'aujourd'hui, par une mauvaise communication, nous avons un projet suspendu. Et ça, c'est vraiment dommage. Il peut y avoir des contestations sur des titres de propriété, mais ce n'est pas à l'administration de trancher. L'administration ne tranche pas. C'est à la justice de trancher. L'administration peut concilier les parties. Mais en cas de non-conciliation, eh bien, c'est à la justice de trancher. Donc, que chacun fasse son travail, ce serait bien pour la sécurité de nos investissements. Merci. Pour ma part, j'invite les promoteurs à respecter déjà la loi de 2019 là, par la souscription des TRC sur tous les projets. Et puis bon, on va quand même attirer l'attention du ministère de la Construction pour leur dire qu'il faut clarifier aussi les choses rapidement à ce qui concerne la décennale. Je vous remercie. Monsieur Bossé. Merci. Nous, chez Keidan, on demanderait en fait à l'État qui, quoi qu'on dise, est l'une des premières entités impliquées dans la planification urbaine, c'est d'aider les promoteurs sur tout ce qui est mise à disposition de fonciers avec des réseaux primaires déjà disponibles. Parce que dans la production des biens, c'est des éléments qui nous créent des surcoûts que normalement ailleurs nous n'aurions pas à supporter. Et on est obligé de le répercuter sur le prix final. Quand on donne un ACD dans une zone perdue derrière Bergerville, on ne s'est pas assuré que le réseau d'eau, le réseau d'électricité est disponible à quelques mètres de la zone où on donne les ACD, parfois il revient au promoteur de financer l'emmener de ces réseaux-là. Voilà. Et ça renchérit les prix. Parce qu'on nous demande parfois pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à fournir des logements abordables. Mais voilà un élément essentiel sur lequel on estime que l'État a toute la main pour pouvoir réduire et nous enlever cette entrave-là.
Donc voilà un peu ce que je pourrais apporter. D'accord, nous venons au bout de notre panel. Je tenais à remercier nos panélistes. Pour leur intervention et rappeler au public que vous pouvez continuer la discussion avec eux, M. Sekongo, chez SMA BTP, si vous voulez prendre une assurance, TRCO DCN, M. Gossé, chez Kenan Group, et Mme India, Twins Immobilier. Voilà, merci beaucoup.